19h30, heure de la principale édition d'information du soir sur TVS. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus à cette édition d'information. Et surtout, merci pour votre confiance sans cesse à renouveler. Les chefs de quartier qui servent de relais entre les populations et l'État éprouvent d'énormes difficultés dans l'exercice de leurs fonctions. Sieur François Nguema, chef de quartier Kembo Nord, nous énumère ces difficultés au micro de nos envoyés spéciaux. Le traitement de dossiers, de titres fonciers, les problèmes récurrents des terrains, on sait que le chef également est beaucoup sollicité. Non, en ce qui concerne les terrains, normalement, ça c'est quand les gens sont en règle. Quand par exemple vous voulez céder, c'est là où intervient le chef. Le chef ne vend pas, il ne traite pas les dossiers. Le chef authentifie un accord qu'il y a entre deux citoyens. Voilà. Là, le chef peut intervenir, mais il ne vend pas. La terre appartient à l'État. Voilà. Alors chef, voilà, donc là c'est un peu, vous avez essayé de nous éclairer sur les missions qui vous sont assignées. Nous allons certainement, avec votre permission, aborder la question qui nous amène en ce vendredi. Oui. Donc la question du traitement de cette loi qui consiste à dédommager un corps, chef, selon vous. Normalement, Est-ce une loi ou quelque chose que les populations ont inventé ou les ethnies ont inventé, parce que bel et bien ça existe. Et ça si existe, on peut connaître les origines, chef, vous qui êtes chef, vous qui êtes doté de certaines capacités, mais également... le chef, normalement, il devrait tenir la monographie. Ça nous est refusé jusqu'ici par la tutelle. On ne sait pas pourquoi. Parce qu'un chef dans son quartier doit savoir, doit maîtriser le nombre d'habitants dans son quartier. Mais jusqu'ici, l'État ne nous accorde pas. Voilà, c'est comme les certificats de résidence, tout un tas de choses que l'État nous refuse jusqu'ici. Alors que normalement, c'est le rôle du chef de la circonscription. Est-ce facile? C'est pas facile, surtout avec différentes nationalités que nous gérons. C'est pas facile. Mais nous sommes obligés d'agir en autorité pour que ça essaie de marcher. Oui. Alors, au niveau du ministère de l'Intérieur, parce qu'on sait que le rôle du chef de quartier, ça c'est sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, les circonscriptions locales. Alors, au niveau de... la petite question un peu fâcheuse, chef, le salaire. Oui. Est-ce que le salaire qui est octroyé au chef de quartier leur permet véritablement de... Le chef Je de ne voudrais pas quartier dire vivre, mais est-ce que ça vous permet quand même de joindre les deux bouts, de fonctionner. fonctionner? Le chef de quartier n'a Le pas budget de... qui est mis à votre disposition pour gérer un quartier, On n'a pas un budget. vous n'avez pas un budget, vous On n'a fonctionnez pas comment? un budget. Les chefs de quartier n'ont pas de budget. Nous essayons pour faire fonctionner nos chefferies. Bon, quand nous recevons par exemple les conflits, il y a des petites rémunérations. Ce sont ces rémunérations-là qui nous font fonctionner les chefferies. D'accord. Voilà. Et le chef jusqu'ici n'a pas de salaire. Il a une indemnité. La Confédération syndicale dynamique unitaire a tenu un point de presse. Son siège à Wenji, c'était en réponse donnée à la conférence de presse qu'a animé le ministre de la fonction publique. Un extrait de cette communication avec Arnaud Badekong et Mosconi Ngomba. Communiqué de presse de la Confédération syndicale dynamique unitaire. Le ministre de la fonction publique, de la modernisation du service public chargé de la réforme de l'État, a tenu ce mercredi 11 juillet 2018 un point de presse avec pour principal objectif d'informer le grand public sur les mesures visant la maîtrise, l'optimisation de la masse salariale et sur l'opération de mise sur bon de caisse des agents publics dès ce 25 juillet 2018. Suite à cette communication, Dynamique Unitaire tient une fois de plus à informer les travailleurs sur les contradictions gouvernementales. Depuis les annonces faites en Conseil des ministres le 21 juin 2018, nous assistons à chaque passage des membres du gouvernement à une présentation différente de la situation et à des contradictions notoires. Aujourd'hui, c'est le ministre de la fonction publique qui vient à son tour annoncer les mesures conjoncturelles en 31 points. Mais avant,
le ministre de la fonction publique compare le ratio nombre d'agents publics en fonction de la population avec les autres pays de la sous-région pour montrer que nous avons le plus fort taux. Ce qui est faux. Entre 2009 et 2016, les effectifs de la fonction publique ont évolué 3 fois plus vite qu'entre 1973 et 2009, et la masse salariale a connu une hausse de 45%, essentiellement due à la création des agences, dont les traitements des rémunérations sont quasi identiques à ceux du privé. Le traitement salarial de tous les expatriés en poste comme au haut cadre au sein de ces agences. Les soldes forfaitaires initiés en janvier 2010 par le décret numéro 12. L'augmentation exponentielle des effectifs des forces de sécurité et de défense par des recrutements importants sans pourtant se justifier. Une pléthore de cabinets ministériels avec pour corollaire un accroissement des membres de cabinet. Une hausse des émoluments réservés aux membres de la présidence de la République des institutions. Un recrutement vaille que vaille. À des fins politiciennes, question de caser les copains et les coquins. Nous sommes étonnés que le ministre ne fasse la comparaison que sur les agents publics. Qu'en est-il du ratio entre le nombre de membres du gouvernement et la population comparée aux autres pays? De même pour le nombre de députés, des sénateurs et des militaires. Dans le tableau récapitulatif des mesures en faveur des agents publics présentés par le ministre en charge de la fonction publique, on note clairement que la mise en place du nouveau système de rémunération en 2015 n'a entraîné aucune augmentation de la masse salariale. Voulant justifier l'augmentation de cette masse salariale, il évoque avec une démagogie déconcertante les différentes mesures gouvernementales prises au profit des agents publics de l'État. Également dans l'actualité de ce jour, la résurrection du syndicat gabonais des greffiers. En effet, après être restés de nombreux mois sans activité, les greffiers appartenant au SGG ont d'un commun accord décidé de relancer ce syndicat. C'était à l'occasion d'une assemblée générale à laquelle prenait part Marielle Ecob. À l'issue de son assemblée générale tenue ce 13 juillet 2018, le syndicat gabonais des greffiers a décidé de relancer ses activités ensommeillées depuis près d'une dizaine d'années. C'est donc le bureau provisoire qui aura la charge de réactualiser cette structure avec entre autres objectifs de s'approprier les mots qui minent le corps de greffe. Nous avons pris l'initiative de la réactualiser et comme le permet la constitution gabonaise, la liberté d'expression et d'opinion est garantie en République gabonaise. Donc l'Assemblée a donné comme mission au bureau provisoire, parce que j'occupe le poste de président en qualité de bureau provisoire, et le quitus nous a été donné, n'est-ce pas, jusqu'au mois de décembre 2018, avec pour objectif de s'approprier les mots qui minent le corps des greffes, renouer le contact avec la tutelle et éventuellement préparer les élections qui permettront, n'est-ce pas, de mettre en place le bureau définitif, parce que nous ne sommes qu'un bureau provisoire. Ce retour n'est pas à prendre comme une division, encore moins une situation de bicéphalisme, a souligné Maître Titis Henri Moretti, histoire de taire certaines indiscrétions qui le prétendaient déjà. Il convient d'abord de rappeler certains termes, parce qu'on parle de division, on parle de bicéphalisme, on parle de plusieurs termes. Il ne s'agit pas de division. Il y a deux syndicats, je l'ai dit tout à l'heure, il existe dans notre constitution la liberté d'expression. Le département de la justice ne fera pas le contraire. Dans d'autres départements, vous le vivez, à l'éducation nationale et ailleurs, il y a plusieurs syndicats. Donc on a la liberté d'expression. Rester dans un seul syndicat voulait dire qu'on va rester dans ce qu'on appelle une pensée unique. Donc plusieurs greffiers peuvent se retrouver. La preuve, c'est qu'on a souvent des syndiqués et des non-syndiqués. Donc si aujourd'hui, la structure que j'ai, n'est-ce pas, l'honneur de diriger provisoirement, bien entendu, a cette opportunité de renaître, n'est-ce pas, c'est pour donner un autre champ à ces greffiers, parce qu'il faut rappeler que nous sommes près de 700 greffiers aujourd'hui. Donc c'est l'occasion, n'est-ce pas, de ramener ces éléments-là. Il n'y a pas de division. Il n'y a pas donc bicéphalisme, parce que le bicéphalisme, c'est lorsqu'on est à l'intérieur d'une même structure et qu'on a deux dirigeants. Or ici, il s'agit d'une structure à part entière qui est indépendante, qui n'a rien à voir avec l'autre structure.
nous pouvons nous retrouver en collaboration sur des points de vue, comme nous pouvons être divergents, dans l'objectif principal de faire avancer simplement le corps des greffes. L'objectif ici, c'est l'émancipation de ce corps. La pluralité des syndicats appartenant à une même corporation ne devrait pas être une source de polémique, bien au contraire, c'est plutôt un avantage pour tous les greffiers, quelle que soit leur appartenance syndicale. Rien à voir avec ce qui précède. Ouverture hier à l'université Omar Bongo de la 10e journée de l'étudiant en économie. Une première journée dont les réflexions tournaient autour des questions liées à l'économie gabonaise. Plusieurs spécialistes des questions économiques ont échangé avec les étudiants. C'est en présence d'Arnaud Mbabekung et Bertrand Koumileka. C'est dans cette salle de l'amphithéâtre Léon Auger, par ailleurs salle de cours des étudiants de première année d'économie à la faculté de droit des sciences économiques FDSE, que s'est ouverte la 10e journée de l'étudiant en économie. Pour la première journée sur les 3, les échanges entre étudiants et experts en économie conviés pour la circonstance étaient axés sur les thèmes la cession légale, outil de performance économique au Gabon, en première heure, et en seconde heure, les débats ont collé à l'actualité des mesures d'austérité mises en place par le gouvernement dans le cadre de la réduction de la masse salariale au Gabon sont-elles réalistes? Une question qu'a répondu le porte-parole de l'économique en parlant d'une économie gabonaise stagnée. Ce qui est d'abord important, c'est que cette année, nous avons accru une certaine plus-value. Ça veut dire quoi? Dans notre organisation, il y a certaines choses que nous avons ajoutées. Principalement, ce que nous constatons, nos thèmes se sont centralisés principalement sur l'économie du pays en ce moment, la réduction de la masse salariale, ainsi de suite. Donc, les différents acteurs qui ont débattu depuis le matin se sont concentrés principalement là-dessus. En fait, ce qu'on peut retenir qu'en ce moment, on peut dire que c'est une économie qui est stagnée, puisqu'en ce moment, les mesures qui ont été prises par le gouvernement consiste bien évidemment à réduire la masse salariale. Ça veut dire qu'il y a un problème dans notre situation économique. Donc pour le moment, c'est une manière pour nous d'apporter notre contribution en mettant en place cette plateforme, n'est-ce pas, regroupant les étudiants du département de sciences économiques pour pouvoir également présenter, n'est-ce pas, des perspectives, non pas seulement critiquer, mais présenter également des perspectives pour ce qui concerne l'économie de notre pays. Donc depuis ce matin, nous débattions sur des questions relative, n'est-ce pas, à la santé de cette économie. L'efficacité de l'économie gabonaise singularise cette 10e journée par la mise en place d'une plateforme entreprise et étudiants afin que ces derniers s'imprègnent des réalités du monde de l'entreprise. Quant aux questions liées à l'économie gabonaise, notamment ses difficultés actuelles pour sa relance, un livre contenant des pistes de solutions élaborées par le comité d'organisation de la 10e journée de l'étudiant en économie sera mis à la disposition des gouvernants. Le directeur général de la Caisse de stabilisation et de péréquation, Ismaël Ondias Souna, vient de mettre en œuvre la création d'une unité de contrôle et de géolocalisation des stations-service. Objectif, veiller à la distribution du pétrole lampant et à sa commercialisation. Les précisions avec Euphrem Bioguezo et Vitalis Kumba. Mieux contrôler la vente des produits pétroliers au sein des stations-service du pays. Le pétrole lampant est notamment concerné par cette nouvelle mesure mise en œuvre par la Caisse stable, laquelle répond aux recommandations du gouvernement tout entier qui souhaite une meilleure accessibilité du pétrole lampant à l'ensemble des coûts sociaux de la société gabonaise. Ainsi, la brigade de contrôle qui vient de voir le jour bénéficie d'un matériel roulant et d'une main-d'œuvre qualifiée. Elle veillera au grain sur l'application des présentes dispositions et mettra hors d'état de nuire tout contrevenant sur l'ensemble des stations-service en activité à Libreville, au Vendo et à Kanda. Le GPP s'inscrit donc pleinement dans cette démarche et collaborera pleinement avec cette nouvelle unité de contrôle. La finalité sera donc de garantir le maintien de la qualité des carburants vendus pour éviter les mélanges, de contrôler les quantités des bénéficiaires du pétrole lampant subventionné, final, de maîtriser le budget alloué aux subventions. Le GPP collaborera d'autant plus avec les autorités, dans la Caisse stable, qu'il a déjà initié des actions propres en ce sens. Concentration pour certains de la vente de pétrole de lampant qui va être poursuivie dans les points de vente des savants et les zones à faible revenu, la mise en place de laboratoires mobiles, le contrôle de la qualité et l'amélioration de certains produits vendus dans les stations-service, et également
la révision en travail avec la DNH sur les spécifications d'importation des carburants. Une volonté clairement manifestée par le gouvernement en s'engageant à subventionner pour des ménages à faible revenu le pétrole lampant. La consommation de pétrole lampant n'a cessé d'augmenter pour s'établir à près de 19 millions de litres en 2017, soit une hausse de près de 8% ces 2 dernières années. Cette hausse de la consommation de pétrole lampant a généré pour l'État une augmentation de l'allocation budgétaire destinée au pétrole lampant. En effet, en 2017, l'État a subventionné le pétrole lampant à hauteur de près de 5 milliards de francs CFA, en hausse de 60% sur les 2 dernières années, un montant qui pèse de plus en plus lourd sur le budget de l'État. Ce montant est en partie élevé à cause de la forte consommation de pétrole lampant par les industriels dans les réseaux des stations-service, alors qu'un pétrole industriel leur est destiné. Par ailleurs, les frelatages, une pratique qui consiste à mélanger des produits pétroliers, notamment le pétrole et le gasoil, afin d'augmenter le volume et les marges des revendeurs, participent également à accroître la consommation de pétrole lampant et par conséquent la subvention allouée par l'État gabonais. Mesdames et messieurs, il est important de rappeler que l'État gabonais est conscient de ces problèmes et qu'une réglementation claire a été mise en place depuis de nombreuses années. Malgré cette réglementation et les efforts consentis par certains opérateurs, nous constatons toujours des défaillances dans la distribution des produits pétroliers. Ces défaillances qui ont pour conséquence de nuire à la qualité des produits vendus sur le marché gabonais et d'impacter négativement les ressources budgétaires de l'État. Ce qui s'explique par un manque de contrôle rigoureux au niveau des acteurs de la distribution, mais surtout au niveau de l'administration publique. Distingués invités, mesdames et messieurs, au regard de la conjoncture économique défavorable actuelle et la volonté du gouvernement d'assainir les finances publiques, une mesure de contrôle de la distribution et de la vente du pétrole lampant en milieu urbain s'avère donc nécessaire. C'est dans cette optique que la Caisse de stabilisation et de péréquation a décidé de concrétiser la réglementation en vigueur, qui n'était pas appliquée, et d'être une réponse à cet appel des plus hautes autorités de l'État en mettant en œuvre une unité itinérante de contrôle de la distribution et de la vente du pétrole lampant, produit à grande portée sociale. Avec la mise en place de cette unité de contrôle itinérante, la CAISLAB vise notamment à s'assurer que le pétrole lampant vendu dans les réseaux de stations-service soit exclusivement consommé par les populations à faible revenu, à améliorer la qualité des carburants vendus aux populations en limitant les frelatages, à faire appliquer la limitation du nombre de pompes de pétrole lampant dans les stations-service et enfin à mieux ajuster la subvention sur le pétrole lampant à son niveau réel, car elle n'est pas destinée aux industriels. Voilà qui devrait mettre un terme à toute déviance émanant de certains opérateurs économiques. Nous avons une équipe qui a été correctement formée, donc ils savent exactement ce qu'ils doivent faire sur le terrain. Maintenant, Libreville, et là c'est parce que nous commençons d'abord par Libreville, c'est à peu près une 60aine de stations. Et nous avons deux équipes en réalité qui vont travailler de façon permanente sur le terrain. Donc nous avons donc partagé la ville en deux. Il y a Libreville Nord et Libreville Sud. Donc chacun des chefs de bureau va s'occuper d'une des zones. C'est comme ça qu'ils vont évidemment appuyer avec tout le personnel que vous avez vu ici. Donc ils ne seront pas seuls, ils seront appuyés. Et moi-même, en tant que responsable du service, je vais également les appuyer dans les différents contrôles effectués. Mais d'après ce qui a été fait, on va faire le contrôle sur toutes les stations une fois par mois. Donc on fera le roulement, chaque station sera inspectée. Et dans tous les cas, s'il y a des choses cachées, on les trouvera. Des mesures dissuasives qui devraient emmener chacun des responsables de stations-service à pouvoir rectifier le tir. Parlons à présent de politique. Raymond Placide Ndomeyo, ministre délégué auprès du Premier ministre en charge des actes du dialogue, poursuit sa caravane d'explications sur les mesures d'austérité prises par le gouvernement. Il y a de cela moins de 24 heures, il était du côté d'Onzengayon et Mélène. Dans son périple était Euphrem Biogeza. Le quartier Djengmian, 6 derrière l'hôpital de Mélène, partie intégrante du 5e arrondissement de la commune de Libreville, a constitué l'une des étapes qui a reçu
Beaucoup plus de monde depuis la tournée d'explication entamée par Raymond Placide Doméo sur de nouvelles mesures gouvernementales, lesquelles visent à réduire considérablement le train de vie de l'État, des dépenses publiques jugées exorbitantes par certaines langues, d'où il était plus que nécessaire pour ces derniers de mener de bout en bout cette campagne d'explication du fait d'être membre entier de l'équipe gouvernementale actuelle en charge de l'application des actes du dialogue. On veut bien gérer ce pays. Cet argent que nous aurons à obtenir va permettre un plus dans la vie de tous les Gabonais. Chez les économiquement faibles, déjà d'ici 2 mois, cette route du 5 jusqu'au 12 va être achevée. Des attributs qui font de lui la personnalité idoine, à pied et empruntant des passerelles de fortune, l'homme a su se faire écouter tout en prenant des préoccupations des populations à cœur. Selon lui, il est grand temps que les populations de Mélène prennent leur destin en main comme premier défi, obtenir des sièges aux élections à venir. Pendant que l'État se bat, chacun doit se battre parce que chacun a sa vie personnelle. Si l'État a du retard, est-ce que c'est pour ça que vous aussi vous prenez du retard dans votre vie? Si ça prend 3 ans à l'État pour se redresser correctement, est-ce que pendant ces 3 ans-là, vous ne ferez rien? Il faut maintenant creuser. Il faut que votre intelligence soit prospective, c'est-à-dire qu'il regarde très loin et soit active. Des échanges riches, lesquels ont permis à l'hôte des populations de Mélène de dissiper tout malentendu. Les récentes mesures d'austérité initiées par le gouvernement ont donné matière à réaction à Noël Bounzanga, enseignant-chercheur et président du Club 90 au cours d'une conférence débat. Les précisions avec Marielle Econ. Le triptyque plein emploi, austérité et jeunesse était au centre des débats de la conférence animée par Noël Bounzanga. Au cours de cette communication, l'enseignant-chercheur et président du Club 90 a relevé des contradictions nées des politiques publiques mises en place par le pouvoir. Un constat motivé par l'écart flagrant entre la mise en place du plan de relance économique et le programme d'austérité. Le régime a annoncé des mesures qui ne correspondent pas à ce que la nation désire. Ne fait aucun doute que le Gabon est en crise et les mesures gouvernementales sont là pour en faire la preuve. Une politique d'austérité vise quoi? Elle vise principalement la réduction du déficit public pour pallier au risque de solvabilité de l'État. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'au fond, il y a un décalage entre l'actif réalisable, disponible, et le passif exigé. L'État n'a donc pas aujourd'hui, on va dire, l'argent qu'il faut pour assurer ses engagements. Les dépenses ou les besoins sont supérieurs à l'argent qu'il possède, potentiellement, et de manière, je veux dire, dans le présent. C'est une expérience. Ce décalage, c'est précisément ce qui fait la crise. C'est-à-dire que si l'État n'est plus en capacité d'assurer ses engagements, ou du moins n'est plus en capacité de respecter les échéances de paiement, par exemple de la dette, il y a déjà une crise. La conséquence de ces mesures sont telles que il y aura un accroissement évident du taux de pauvreté, qui touche en premier lieu les jeunes, puisque nous, les travailleurs, les fonctionnaires, même si on stagne nos salaires, même si on réduit de 5% nos salaires, évidemment, on perd une partie de notre pouvoir d'achat, mais on sera encore en capacité, d'une certaine manière, de subvenir à quelques besoins. D'accord? On abandonnera peut-être Canal+, mais enfin, on parviendra quand même à acheter un sac. Selon lui, d'autres pistes de solutions pour permettre au pays d'assainir ses finances publiques sans avoir à sacrifier sa population existent,
la conservation de la monnaie pour créer des emplois, le retour des capitaux ou encore la formation des médecins dans les domaines qui seront profitables au pays sont entre autres les propositions faites par le président du Club 90. L'État devrait protéger les citoyens et non les précariser et les menacer, a souligné Noël Bouzanga en guise de conclusion. Et en sport, la récente rencontre entre le ministre en charge des sports et les journalistes sportifs ont échangé sur des questions de formation des journalistes sportifs. C'est en présence d'Ulrich Simaïla. La nouvelle équipe en charge du ministère des Sports aura fort à faire, surtout sur certains dossiers brûlants concernant les fédérations sportives de notre pays, une problématique que leurs prédécesseurs n'ont pas réussi à sceller. Certains représentants des médias n'ont pas manqué de soulever ces questions lors de la rencontre entre les ministres de tutelle et les journalistes et leurs associations. Le problème de certaines compétitions à caractère international et dans lesquelles nos athlètes n'arrivent pas à s'illustrer. Monsieur, je parle sous votre contrôle. Si on voit les moyens colossaux mis en place pour l'organisation de cette course, c'est finalement une course de prestige. Je parle de la même chose pour le marathon. Je ne connais pas la place de la Fédération gabonaise d'athlétisme dans la course marathon de Libreville. Quel est le lien entre les organisateurs qui ont une expertise avérée et cette fédération qui doit, en principe, prolonger sur le terrain, développer l'athlétisme sur le terrain? Nous sommes en train de nous mentir, monsieur le ministre. Nous nous mentons. Je vous le dis, comme je le ressens, nous nous mentons, même en football. Si vous enlevez l'équipe professionnelle, on n'a rien. Et pourtant, il y a des pays comme le Cap-Vert, il y a des pays comme la Zambie qui a gagné la CAN ici, dont les joueurs jouent au pays. On n'a pas un championnat sérieux, les ligues, parce que c'est également, ça fait partie de sa mission. Peut-être pas, on ne parlera pas d'ingérence au plan interne, mais il y a des représentants du ministère des Sports, les inspecteurs provinciaux des sports qui doivent suivre tout cela. Et quand le ministère vient pour des raisons électorales, prendre position parfois, ça gêne. La spécialisation des journalistes sportifs est nécessaire pour la bonne connaissance des différentes disciplines sportives. De savoir de quoi on parle. C'est important que la presse soit spécialisée pour que chacun retrouve une certaine légitimité. Quand on parle d'athlétisme, il faut on est des experts dans notre métier, parler d'athlétisme. Or, on parle de tout. Parfois, on n'a pas la légitimité auprès de nos sources parce qu'on parle de tout. Il y a des journalistes qui vous parlent seulement de l'athlétisme dans le continent, voire dans le monde. Seulement. Ça veut dire que les sources les regardent avec beaucoup d'attention. Il y a des journalistes qui ne parlent que de football. À notre niveau, c'est trop généraliste. C'est trop généraliste. Vous allez peut-être nous aider par le biais de l'association, et c'est là où on peut interpeller la tutelle, le ministère des Sports, pour aider peut-être à ces associations de multiplier les formations pour que nous ayons des outils pour parler de sport de façon objective. Le monde sportif gabonais qui apprécie d'ores et déjà les premières manches de l'équipe ministérielle attend voir l'aboutissement de tous ces dossiers. La Caisse nationale de sécurité sociale vient de mettre en place les journées d'échange à travers la pratique du sport dénommée Journée No Stress. Elle se déroule chaque premier vendredi du mois à l'Institut national de la jeunesse et des sports exclusivement réservé aux agents de la CNSS. Pour la seconde journée, l'ambiance était au rendez-vous. C'est ce que nous rapportent ici Euphrem Bioguedzo et Régis Kumba. Comme le dit si bien une maxime bien connue, un esprit sain dans un corps sain, les employés de la Caisse nationale de sécurité sociale l'ont si bien compris, partant de ces cadres jusqu'aux agents moyens, en instaurant au sein de cette entité une journée sportive dénommée No Stress, laquelle se déroule tous les premiers vendredis du mois. Pour cette seconde journée, l'activité physique et sportive s'est focalisée sur les ateliers pratiqués lors de la première journée, à l'exemple de la randonnée pédestre, sur un parcours d'1,5 km, des exercices physiques et aérobiques, ainsi que le football. Le sport participe à la prévention des maladies cardiovasculaires. Si nous le prônons par rapport dans le cadre des campagnes de prévention à la population, eh bien, dans notre famille de sénésistes, nous le prônons également. Nous ne faisons pas que le prôner, nous le pratiquons.
Et donc le coup d'envoi, l'élan a été lancé il y a 1 mois par Madame le directeur général et nous poursuivons. Ça devient une institution au travers de notre institution. Des retrouvailles entre collègues qui ont un objectif bien précis, briser des barrières entre hiérarchie et agents, mais aussi lutter contre les maladies cardiovasculaires en milieu professionnel. Pas de titre, c'est une famille qui se retrouve après, une fois par mois, après le travail administratif. C'est une équipe qui se retrouve à travers des randonnées, à travers des sports collectifs, à travers, pour donner, comme on le dit souvent, un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. Donc on est là, chacun a son petit baluchon, un fruit pour éviter des malaises suite à une hypoglycémie. Nous avons le SMUR qui est là et vraiment c'est la détente, c'est la détente, c'est la détente. Des activités sportives qui se tiennent simultanément à l'intérieur du pays, dans les régions où cette entité est représentée. C'est toujours au bout de l'effort bien accompli que l'on se sent bien soulagé. Physiquement, ça nous aide et cardiaquement, c'est un bon sport. La deuxième séance, il faut avouer que ça existait déjà dans les années antérieures, mais sauf que là, c'est un peu plus densifié. Donc, du coup, vraiment, dire que les modules étaient trop durs, je pense pas. On commence à s'habituer, on prend du rythme, mais ça va venir. Après cette activité physique et sportive, laquelle a été nourrie des étirements et autres exercices permettant une bonne circulation sanguine chez les agents, place désormais au week-end, avant la reprise des activités professionnelles en toute quiétude. Rien à voir avec ceux qui précèdent, sinon nous changeons de discipline. Les équipes qui prendront part au tournoi de la montée en 2e division connaissent désormais leurs adversaires, dont cette compétition se déroulera du 24 au 30 juillet prochain. Et cela était à l'issue d'un tirage au sort qui s'est déroulé au siège de la Fédération gabonaise de football à Ovendo. Les précisions dans ce reportage. Nous partons avec beaucoup de sérénité, nous travaillons et nous espérons que ça va bien se passer pour nous. On ne prend pas les adversaires de haut parce qu'on n'est jamais sur le tournoi de la montée. On prend les matchs après les matchs et du coup nous restons dans le travail et la concentration. Quand vous jouez un tournoi à l'extérieur, loin de vos bases, vous savez que ça va être difficile dans tous les niveaux, c'est-à-dire même avec le public. Déjà, on joue d'entrée 11 étoiles. Si nous gagnons ce match, nous affrontons Bouengidi, qui joue chez eux à domicile. Après, je ne vais pas rentrer dans ça, je me dis on prend les matchs après les matchs, on va terminer 11 étoiles déjà. Et puis on va penser aux autres échéances, plus tard on prend les matchs après les matchs. Nous avons eu à remporter le championnat et la coupe, ce qui est déjà bien dans notre province. Après là c'est différent, on va jouer inter-province, on va dire comme ça. Et ça va être costaud. Donc les attentes du président sont énormes, il met les moyens. Et il faudra que nous puissions honorer de tout ça. Et par rapport aussi à l'objectif du club. Expression libre à présent, voici la question qui vous a été posée. Que signifie Sotega? Élément de réponse au micro de Fabiola Mengue face à la caméra de Mosconi Ngonba. Que signifie Sotega? Oh là là, je ne connais pas. C'est la société de textile gabonaise. Le quartier, c'est le quartier de Sotega? Je ne connais pas. Je ne sais pas. Aucune idée. Que signifie Sotega? Sotega, c'est l'explication à expliquer. Hein. Moi, l'explication de Sotega, moi, je ne maîtrise pas. Oh, je ne connais pas. Non, je ne connais pas. Il fallait tout simplement nous proposer comme élément de réponse Société de textile du Gabon. Voici la signification de Sotega. C'est sur cette note que se referme cette édition d'information. Les cadres et la réalisation étaient assurés par David Mitola. L'ensemble de la rédaction vous remercie pour votre fidélité tout au long de cette semaine. Bon week-end à tous.